Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Moi, c'est Nicolas. J'ai 8 ans et j'aimerais bien vous raconter ma vie. D'abord, il y a notre maîtresse. Mais voilà, je veux que vous soyez exemplaires. Assis, assis, debout. Assis. Et sa remplaçante. Silence! Le petit Nicolas. Nicolas au départ, quand l'histoire n'avait pas encore de nom, du temps où Nicolas était simplement né sous la plume de Goscinny, illustré par Sampé, dans un petit journal. Au départ, il n'y avait qu'une simple histoire, mais les lecteurs ont demandé plus. Et c'est ainsi que le petit Nicolas est né à la fin des années 50. Et 222 histoires plus tard, et après un court-métrage sorti en 1964, la première version sur grand écran au passage, avec des acteurs tels que Pierre Tornade ou Michael Lonsdal dans le rôle du père, plus rien pendant 50 ans. Certes, nous avions les livres, inépuisables, avec lesquels nous sommes nombreux à avoir grandi, mais il a fallu attendre 2009 et les 50 ans de la première parution du livre pour voir une adaptation en long métrage au cinéma. C'est notre surveillant général. Demi-tour, droite. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis on colonne par deux. Il aime bien qu'on le regarde dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous êtes la honte de la France! Et surtout, il aime nous donner des punitions. Je propose de lui faire copier 300 fois. Je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République. Enfin, jusqu'à établissement scolaire, ça ira. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, ça a l'air de rien, mais vous allez peut-être regarder la vidéo la plus complexe que j'ai jamais eu à faire depuis la création de la chaîne. Il va y avoir 4 parties sur cette vidéo. Combien? La première partie sur les adaptations en général et sur la difficulté d'adapter une œuvre d'un livre ou d'une BD à l'écran, parce qu'on a déjà vu plusieurs cas et on va revenir là-dessus. Une deuxième partie sur le petit Nicolas, on va faire un focus sur le livre pour que je puisse vous expliquer, et je vais vous lire un chapitre du livre, un des chapitres que je préfère, qui va vous montrer à quel point l'écriture du petit Nicolas est pas qu'une écriture enfantine et qu'il y a plein de petites malices disséminées ici et là qui en font aussi un livre pour adultes. Ce sera la deuxième partie. Dans la troisième, on parlera vite fait du tournage du petit Nicolas parce que c'est le film qui nous intéresse, la version de Laurent Tirard de 2009. Et dans une dernière partie, je vous expliquerai en fonction de tout ça, qu'est-ce qui ne va pas du tout, ou qu'est-ce qui n'est pas génial, ou qu'est-ce qui est parfois moyen ou acceptable dans le meilleur des cas, dans le petit Nicolas de Laurent Tirard. Un film, comme vous l'aurez compris, que je n'apprécie pas spécialement. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. On est parti. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma vie, elle est chouette. Et je veux surtout pas qu'elle change. Parler du petit Nicolas, de Laurent Tirard, paix à son âme, c'est parler d'adaptation. Et une adaptation, c'est complexe. On en a vu plusieurs sur la chaîne. À mes tout débuts, on avait parlé d'Harry Potter. Si, pour les plus fidèles, souvenez-vous de ça. Ça remonte, hein. Et puis d'ailleurs, on sait même pas le prononcer. C'est les Viosa. Et pas les Viosa. C'est ça. Et on le dit comment, Avada Kedavra? Et si j'ai tenu à parler d'Harry Potter à mes débuts, ça n'est pas parce que je voulais parler des films en eux-mêmes, mais j'avais trouvé plus intéressant de parler du sacrifice nécessaire pour passer du livre à l'écran. On a vu pour Harry Potter qu'il y avait plusieurs sources de problèmes. Soit un problème de volume, en particulier pour les tomes 4, 5, 6 et 7, où il fallait faire des coupes, des choix, des sacrifices, mais pas seulement. On a aussi vu que parfois, par souci d'économie, certaines choses nécessitaient des compromis. Par exemple, si on ne veut pas créer Dobby une image de synthèse dans chaque film, ça a un coût, alors que son rôle n'est central que dans le tome 2 et dans le tome 7, alors qu'il est présent dans les livres, dans le tome 4 par exemple, mais sans y jouer non plus un rôle important. C'est tout de même lui qui donne la branchiflore à Harry pour la deuxième tâche. Mais autant le faire jouer par Neville, un acteur en chair et en os, moins cher à payer qu'un Dobby en image de synthèse pour les besoins d'une seule scène. Mais il n'y avait pas mort d'homme, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus grave dans les adaptations d'Harry Potter. Et puis en plus, comme Neville adore la botanique, c'est logique que ce soit lui qui pense à la branchiflore. Donc je trouve que c'était même plutôt bien vu. Ceci dit, ce que j'aime dans les adaptations, c'est que chacun va lire un livre ou une BD, et chacun va imaginer une voix, un physique. Ou dans Harry Potter, il va imaginer un élément magique de façon personnelle. Par exemple, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le réalisateur imaginait l'apparition de Sirius dans la cheminée comme un visage matérialisé par les braises. Sirius? Là où David Yates, dans le 5e film, va imaginer le visage de Sirius directement dans les flammes.
Idem, dans le 4e, le réalisateur imagine qu'on tombe réellement dans la pensée de Dumbledore si on tombait depuis un plafond. Alors que dans les suivants, David Yates imaginera quelque chose à l'encre qui se matérialise plus dans un liquide. Deux lectures d'un même livre et deux interprétations différentes sur ce qu'ils ont cru lire et ce qu'ils ont imaginé. Et on aurait tous, ça se trouve, des milliers de versions différentes d'imaginer la pensée de Dumbledore ou d'imaginer comment se matérialisent les visages dans les cheminées quand ils veulent communiquer par les cheminées. Moi, je préfère la version du 5e film que du 4e. D'ailleurs, le 4e film, c'est le film que j'aime le moins en termes d'adaptation. Niveau adaptation, nous avions vu la très fantaisiste version de Fantomas, signée Une Belle, dont il ne reste pas grand-chose de l'œuvre originale, signée Sylvestre et Alain. Bien plus sombre et bien plus glauque, là où nous avons une trilogie très pop, qui surfe sur le succès des James Bond, avec un Louis de Funès qui s'est complètement approprié le projet. Écoutez, moi dans ces conditions, ma fille, parce que moi je fais avec vous. Pour notre plus grand bonheur, certes. Mais plus récemment, nous avons également vu Le Nom de la Rose, le film étant une version simplifiée d'un livre beaucoup plus complexe et énigmatique. Mais le film est excellent. Il est excellent pour différentes raisons par rapport au livre qui était bien plus complexe et bien plus fourni, mais comme quoi parfois, une version filmée peut être au moins aussi bonne voire meilleure que l'œuvre originale. Et pour ça, il faut savoir prendre des risques. Nous avons vu aussi les adaptations d'Astérix, et là on se rapproche du sujet, avec non pas un roman, mais une bande dessinée à la base, avec un humour propre à la BD, difficilement exportable. Goscinny, Astérix, Goscinny, le petit Nicolas. Le lien se précise et comme j'aime le dire en ce moment, tout est connecté. Et là, en matière de long métrage, on a eu absolument droit à tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bout de sa barbe! Il doit être à l'autre bout! Tu as trouvé ça tout seul? Une version en patchwork de plusieurs BD avec Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi. Une version assez carton-pâte, avec un casting XXL mais en surjeu, de Christian Clavier à Claude Pieplu. Il m'énerve! Il m'énerve! Tu m'énerves, Obélix! Cessez de gueuler! Mais le film avait le mérite de donner vie à la bande dessinée de Goscinny et d'Uderzo pour la première fois. C'était tout nouveau, donc c'était intéressant. En dépit de ses défauts, il y avait de l'humour pour petits et grands, avec certaines scènes que nous ne comprenions pas forcément lorsque nous étions petits. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. C'est la base d'une bonne adaptation comique à mon sens, ou même d'un bon film comique, que ce soit une adaptation ou pas. Une vraie bonne comédie, c'est quand les enfants peuvent rire autant que les adultes, mais pas aux mêmes choses, mais dans le même film. Un film fait pour tout le monde. Un vrai film familial, c'est ça. C'est pas un film où les parents doivent se sacrifier pour emmener leurs enfants voir un film où les adultes vont se faire chier. Non. Ça, c'est quand on est paresseux, qu'on a la flemme d'écrire. Quand on sait bien écrire, on peut faire les deux. Pour le deuxième Astérix, nous avions vu que l'humour des nuls et celui d'Astérix étaient, je trouve, très bien mariés. Ce qui permettait encore une fois aux enfants, comme à leurs parents, de s'amuser, sans que ça ne soit une corvée pour les parents d'accompagner leurs gosses. Il ne s'agissait pas que de copier-coller les dialogues de la BD, en les faisant réciter par des acteurs, ce qui n'aurait pas fonctionné. Même si j'ai souligné dans la vidéo sur Astérix numéro 2 que j'ai été déçu qu'il n'y ait pas la chanson, alors que pourtant je reprochais au film de ne pas aller plus loin que ce que la BD avait fait, il y a une sorte de paradoxe. Mais ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, c'est que quand tu reprends une scène du dessin animé ou de la BD, que tu l'as fait telle quelle dans le film sans rien apporter, ça peut être décevant. Comme la scène du Sphinx, qui n'apporte rien de spécial, alors que le film pourrait amener quelque chose que la BD ne pouvait pas se permettre de faire, tu vois. Ce qu'elle fera, par exemple, avec I Feel Good avec Jamel, j'aime bien cette danse. Ça, dans la BD, tu pouvais pas le faire. Oui, j'aurais voulu voir la musique, parce que la musique de l'animé, elle est culte. Piétir du sang de lézard, la valeur d'un thé à coudre. Et un peu de sucre en poudre? Non. Ah? Bon. Est-ce que j'aurais voulu la revoir telle quelle? Non, j'aurais voulu voir une autre version. Mais je ne veux pas qu'on la zappe, parce que c'était culte. Vous voyez, c'est pas facile à expliquer. En tout cas, rien à dire sur Astérix Mission Cléopâtre, c'est après que ça va se gâter. Celui aux Jeux Olympiques va être un concours de grosses... Non, Pumba, pas devant les enfants. Un concours d'ego. Sur le tournage, les gags sont très enfantins, ça devient un film pour mômes, sans aucun effort pour essayer de faire rire petits et grands. Besoin de rien, envie de toi. Comme l'amour à Vérone. C'est encore long. Et celui en Grande-Bretagne, réalisé par Laurent Thierrard, au service secret de Sa Majesté, c'était le même combat. Il fallait avoir moins de 7 ans pour s'amuser dans ces deux films-là,
Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, un film réalisé par Laurent Tirard, le futur réalisateur de l'année suivante du Petit Nicolas. Vous voyez comment tout a été préparé sur cette chaîne. Bon, je ne vais pas parler du dernier film de Canet, parce que ce film ne mérite pas 1% de mon énergie à consacrer à cette vidéo qui va déjà être très lourde et très chargée. Par contre, les dessins animés signés Astier, les deux sont très bons, et j'ai plutôt de bonnes vibrations par rapport à la bande-annonce qu'on a vue sur la version d'Alain Chabat. Il y a beaucoup de mouches, hein, quand même. Ah non, mais ça, je te les compte pas. Et faire un film sur le Petit Nicolas, c'est parler d'adaptation également. Et les problématiques pour le chef-d'œuvre de Goscinny sont à la fois proches de la BD, à savoir adapter un humour propre à un support papier sur un autre support, mais elles sont aussi différentes, car on parle ici de toutes petites scénettes. Ce n'est pas comme Harry Potter, il faut adapter un livre en film ou parfois un livre en 2 films, ni comme Astérix où parfois on fusionnait simplement 2 albums pour faire 1h30. Les Astérix, c'était pas très dur, tu prenais 2 albums, il faut 40 minutes pour lire un album, t'en mets 2, ça fait 1h30. Et paf, c'est magique. Et paf, ça fait des chocs à pic. Là, une histoire du Petit Nicolas, ça dure 7-8 minutes. Pour faire 1h30, il faut en prendre beaucoup. Et pour ne pas faire ressentir que c'est une espèce de juxtaposition de petits sketchs, c'est pas si facile d'écrire un scénario cohérent, et je trouve que dans ce sens-là, le film le fait plutôt bien. J'ajouterai encore une difficulté, cette fois-ci propre au Petit Nicolas, c'est que l'humour à l'écrit ne se transpose pas toujours aussi efficacement à l'écran. Car je suis fan du Petit Nicolas. Je les ai tous lus petits. On me les lisait avant de m'endormir. Puis je les ai relus ados. Et je les ai relus adultes. Et à chaque fois, j'avais un point de vue différent. Je rigolais aux histoires de Nicolas, Alceste, Maxence, Clotaire, Joachim, Agnan, Eudes ou Geoffroy lorsque j'étais enfant, puis adulte. Je riais davantage à comment la mère manipulait le père en se servant parfois du fils. Je rigolais également de la rivalité entre le père de Nicolas et le voisin Monsieur Blédur. Et je réalisais aussi que c'était très bien écrit, avec certes ce côté enfantin, mais enfantin sans l'être, avec un texte rempli de sous-entendus et de malice. Bref, un texte enfantin mais écrit par un adulte. Moi je lisais le Petit Nicolas, et c'est la première fois que j'ai lu quelque chose de drôle de ma vie. Ça me faisait beaucoup rire. Ça me faisait vraiment rire. Pas seulement sourire un peu, non, ça me faisait rire. J'adorais. C'est très drôle. Ouais, c'est super drôle. C'est très moderne, très actuel. Et c'est pas mièvre. Quand on voit un enfant dans un film, on dit ça n'existe pas. Les enfants, ils sont pas comme ça. Ils sont là, gna gna gna. Enfin, c'est chiant. Le souvenir à la fois de la poésie des dessins de Sampé, et puis de ce ton très parlé la première fois que je l'ai lu, je me suis vraiment demandé ce qui se passait, parce que vraiment j'ai eu un choc quand j'ai lu ce style parlé du Petit Nicolas. J'étais pas très grand, je me suis dit mais il y a un problème, c'est pas écrit comme d'habitude, etc. Et puis je suis rentré dans ce monde, effectivement, j'ai vraiment beaucoup aimé les livres du Petit Nicolas. J'ai fait connaître à ma fille le Petit Nicolas juste avant de recevoir le scénario. C'est marrant. Et elle a vachement apprécié parce que on s'est écrit de manière à ce que l'enfant se sente complètement investi dans l'histoire racontée. C'est écrit de manière très moderne. Il y a un langage parlé, c'est très mouvementé, il y a plein de rebondissements. Elle s'attachait tout de suite Les prénoms sont très marquants. Donc ils les retiennent vachement, les enfants. Ils retiennent les gros mots, les trucs, ça va très vite. Je me disais, ma fille, peut-être que, comme elle ne va pas s'identifier à un des garçons, ça va peut-être la saouler, quoi. C'est plus un monde de petits garçons. Mais pas du tout. Elle se marrait de voir ces petits garçons. Parfois, elle les trouvait d'ailleurs, ça la faisait marrer. Elle trouvait ça un peu ridicule, parfois, la façon dont ils se mettaient dans des situations, tu vois. Ça fonctionne vachement bien, c'est très intelligemment fait. J'ai tellement de bons souvenirs de plein d'histoires du Petit Nicolas. J'ai souvenir du match de foot, où normalement 2 écoles devaient s'affronter pour savoir qui devait être sur le terrain vague. Et en fait, les parents vont venir coacher leurs enfants, ils vont tellement les coacher qu'ils vont prendre leur place, et que les parents vont affronter les autres parents, et que ça va devenir un vrai règlement de compte entre papas. Voilà, encore une fois, un chapitre pour les adultes. J'ai souvenir d'un chapitre où le père de Nicolas va montrer à sa femme, en tout cas il va vouloir montrer à sa femme qu'elle se fait escroquer dans les marchés, que lui il va y aller, et qu'elle va voir ce qu'elle va voir, et qu'il revient avec un filet de tomate tout écrasé. Dès qu'il y a les parents et dès qu'il y a des histoires d'adultes, moi je me régale, parce qu'encore une fois, c'est très bien écrit. C'est un humour espiègle, mais pour tout le monde. C'est un humour à plusieurs degrés, et ça encore une fois, c'est primordial. Et c'est ça que je voulais voir dans le film. Tout ce que le film fera, hélas pas, ou très peu,
Mais on n'en est pas encore là. Et pour vous donner un exemple, avant qu'on ne parle du film, je vais vous faire un audible, mais perso. Je vais vous lire un chapitre, et après le chapitre, je vous dirai qu'est-ce qui m'a fait rire en tant qu'enfant, et surtout qu'est-ce qui m'a fait rire une fois adulte. Et vous comprendrez mieux pourquoi je ne garde pas un souvenir impérissable du Petit Nicolas, le film. Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je me rappelle pas, papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Et puis maman se met à pleurer, et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi je pleure aussi parce que j'aime bien Mémé, mais chez elle il n'y a pas de plage. Et à la fin, on va où veut maman, et ce n'est pas chez Mémé. Hier, après le dîner, papa nous a regardé, l'air fâché, et il a dit « Écoutez-moi bien, cette année je ne veux pas de discussion. C'est moi qui décide. Nous irons dans le Midi. J'ai le reste d'une villa à louer à Plage-les-Pins, 3 pièces, eau courante, électricité. Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable. » Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît être une très bonne idée. Chic, j'ai dit, je me suis mis à courir autour de la table parce que quand on est content, c'est dur de rester assis. Papa, il a ouvert de grands yeux, comme il fait quand il est étonné. Et il a dit « Ah ? Bon. » Pendant que maman débarrassait la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-marine dans le placard. « Tu vas voir Nicolas, m'a dit papa. Nous allons faire des parties de pêche terribles tous les deux. » Moi, ça m'a fait un peu peur, parce que je ne sais pas encore très bien nager. Si on me met bien dans l'eau, je fais la planche. Mais papa m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait m'apprendre à nager, et qu'il avait été champion interrégional de nage libre quand il était plus jeune, et qu'il pourrait encore battre des records s'il avait le temps de s'entraîner. Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine, j'ai dit à maman, quand elle est revenue de la cuisine. C'est très bien, mon chéri, m'a répondu maman. Bien qu'en Méditerranée, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de poissons, il y a trop de pêcheurs. C'est pas vrai, a dit papa. Mais maman lui a demandé de ne pas le contredire devant le petit, et que si elle disait ça, c'est parce qu'elle l'avait lu dans un journal. Et puis elle s'est mise à son tricot. Un tricot qu'elle a commencé, ça fait des tas de jours. Mais alors, j'ai dit à papa, on va avoir l'air de deux guignols sous l'eau s'il n'y a pas de poisson. Papa est allé remettre le masque dans le placard sans rien dire. Moi, j'étais pas tellement content. C'est vrai, chaque fois qu'on va à la pêche avec papa, c'est la même chose, on ne ramène rien. Papa est revenu, et puis il a pris son journal. Et alors, j'ai dit, des poissons pour la pêche sous-marine, il y en a où? Demande à ta mère, m'a répondu papa. C'est une experte. Il y en a dans l'Atlantique, mon chéri, m'a dit maman. Moi, j'ai demandé si l'Atlantique c'était loin de là où nous allions. Mais papa m'a dit que si j'étudie un peu mieux à l'école, je ne poserai pas de questions comme ça, et ce n'est pas très juste, parce qu'à l'école, on n'a pas de classe de pêche sous-marine. Mais je n'ai rien dit. J'ai vu que papa n'avait pas trop envie de parler. Il faudra faire la liste des choses à emporter, a dit maman. Ah non, a crié papa. Cette année, nous n'allons pas partir déguisés en camion de déménagement. Des slips de bain, des shorts, des vêtements simples, quelques lainages, et puis des casseroles, la cafetière électrique, la couverture rouge et un peu de vaisselle, a dit maman. Papa, il s'est levé d'un coup, tout fâché. Il a ouvert la bouche, mais il n'a pas pu parler parce que maman l'a fait à sa place. Tu sais bien, dit maman, ce que nous ont raconté les Blédiors quand ils ont joué une villa l'année dernière. Pour toute vaisselle, il y avait 3 assiettes ébréchées, et la cuisine, 2 petites casseroles dont une avait un trou au fond. Ils ont dû acheter sur place à prix d'or ce dont ils avaient besoin. Blédior ne sait pas se débrouiller, a dit papa. Et elle s'est rassis. Possible, a dit maman. Mais si tu veux une soupe de poisson, je ne peux pas la faire dans une casserole trouée, même si on arrive à se procurer du poisson. Alors moi je me suis mis à pleurer, parce que c'est vrai, ce n'est pas drôle d'aller à une mer où il n'y a pas de poissons, alors que pas loin il y a les Atlantiques, où ça en est plein. Maman a laissé son tricot, elle m'a pris dans ses bras, et elle m'a dit qu'il ne fallait pas être triste à cause des vilains poissons, et que je serais bien content tous les matins, quand je verrais la mer à la fenêtre de ma jolie chambre. C'est-à-dire, a expliqué papa, que la mer on ne la voit pas de la villa. Mais elle n'est pas très loin, à 2 kilomètres. C'est la dernière villa qui est restée à louer à Plage-les-Pins. Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis elle m'a embrassé, et je suis allé jouer sur le tapis avec les 2 billes que j'ai gagnées à Eudes à l'école. Et la plage chez les galets, a demandé maman. Non, madame, pas du tout, a crié papa tout content. C'est une plage de sable, du sable très fin. On ne trouve pas un seul galet sur cette plage. Tant mieux, a dit maman. Comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher des galets sur l'eau. Depuis que tu lui as appris à faire ça, c'est une véritable passion chez lui. Et moi, j'ai recommencé à pleurer, parce que c'est vrai que c'est chouette de faire ricocher des galets sur l'eau. J'arrive à le faire sauter jusqu'à 4 fois. Et ce n'est pas juste à la fin d'aller dans cette vieille villa avec des casseroles trouées, loin de la mer, là où il n'y a ni galets, ni poissons. Je vais chez Mémé, j'ai crié. Et j'ai donné un coup de pied à une des billes d'Eudes. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras, et elle m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin de vacances dans la famille, et que même si c'était moche, là où il voulait aller, il fallait y aller en faisant semblant d'être content. Mais, a dit papa. Moi je veux faire des ricochets, j'ai crié. Tu en feras peut-être l'année prochaine, m'a dit maman, si papa décide de nous emmener à Bar-les-Mers. Où ça? A demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte. À Bar-les-Mers, a dit maman. En Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons, et un gentil petit hôtel qui donne sur une plage de sable et de galets. Moi je veux aller à Bar-les-Mers, j'ai crié, moi je veux aller à Bar-les-Mers. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable, c'est papa qui décide. Papa s'est passé la main sur la figure.
Pardon. Papa s'est passé la main sur la figure, il a poussé un gros soupir et il a dit « Bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel ?»« Beau Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, qu'il allait écrire pour voir s'il restait encore des chambres. Ce n'est pas la peine, mon chéri, a dit maman, c'est déjà fait. Nous avons la chambre 29, face à la mer, avec salle de bain. Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu'elle voulait savoir si la longueur du pull vert qu'elle tricotait était bien. Il paraît que les nuits en Bretagne sont un peu fraîches. » Franchement, c'est du génie ce chapitre. J'ai pris celui-là parce que c'est un super exemple de voir comment la mère va essayer d'amener le fils à provoquer le père indirectement quand elle va le relancer sur les galets en sachant très bien que Nicolas aime beaucoup ça. Donc forcément, elle savait ça, elle savait que c'était la corde sensible. Chaque année, papa et maman discutent de l'endroit où on va passer les vacances. On ira à la montagne. On ira à la mer. Ça, plus les poissons, plus la pêche. Et en fait, tout était prémédité, tout était calculé. La preuve, c'est son pull qu'elle tricote depuis le début et depuis des semaines, d'après Nicolas. Elle avait déjà tout réservé à l'avance, donc tout était calculé par la mère parce que c'est elle qui tient les rênes. Et on sait que c'est les femmes qui tiennent les rênes. Mais vous voyez, tout ça, tu le perçois beaucoup moins quand t'es petit. Ça veut pas dire que tu t'amuses pas, mais c'est différent, tu t'amuses peut-être même plus en tant qu'adulte. Je sais pas pourquoi je se met dans cet état, alors qu'à la fin, c'est toujours pareil. À la montagne. À la mer. Alors. Et c'est ça la difficulté du petit Nicolas, c'est que t'as beaucoup de gags qui se répètent de chapitre en chapitre, beaucoup de manières de décrire les copains, de manières de décrire les voisins, et t'as l'impression en fait, comme quand le père ment au fils pour essayer de se voir plus beau qu'il ne l'était quand il faisait du sport, tout ça tu l'as pas en continu, tu l'as dans plusieurs chapitres différents et tu te dis ah oui cette fois-ci c'est le foot, la dernière fois c'était le vélo, la dernière fois c'était la natation. Alors que dans le film tu vas te sentir obligé de tout compiler en une scène qui sera beaucoup plus lourde forcément. Champion de football. C'est drôle dans les livres comment Nicolas parle toujours d'Alceste en disant que c'était un petit gros qui mange tout le temps, il va le dire à chaque fois de la même façon comme si c'était la première fois. Et de temps en temps il va dire mais je vous ai peut-être déjà parlé de lui. Oui, il y a un jeu en fait, il y a presque un jeu de piste dans les livres. Dans le film tu peux pas faire ça. Donc forcément tu vas présenter une version moindre, amoindrie de tout ce qui faisait le sel des livres. Le Petit Nicolas de Laurent Tirard est un film tourné principalement en studio entre mai et octobre 2008. Bien que le casting ait été fait des mois auparavant pour trouver les enfants, une tâche compliquée, et que les enfants ont été préparés 3 mois avant le tournage pour jouer la comédie, à apprendre des textes ou à se déplacer devant une caméra. Écrit par Laurent Tirard, mais également Grégoire Vigneron, le compère scénariste de Laurent Tirard à l'écran, avec qui il avait par exemple écrit Prête-moi ta main. Prête-moi ta main, on en parle bientôt de celui-là. Et coécrit également par Alain Chabat qui interviendra sur les dialogues, fort de son expérience sur Astérix Mission Cléopâtre. Le tout sous le contrôle d'Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui participe au respect de l'œuvre originale. Doté d'un budget assez confortable de 22 millions d'euros, le film est tourné durant 4 mois pleins, une véritable colonie de vacances pour les enfants, qui n'étaient pas des comédiens. Ils auront certes des cours afin de ne pas prendre de retard sur leur programme, mais ils seront coupés durant ces 4 mois de leur famille, qui n'ont des droits de visite que les week-ends et quelques jours en août pour une trêve afin de profiter des vacances d'été en famille. Cependant, les enfants seront encadrés par des moniteurs durant le tournage et dormiront tous ensemble dans une grande maison dans laquelle ils vivront tous ensemble le soir ou les jours où ils ne tournaient pas. Une colonie de vacances longue de 4 mois, j'aurais adoré ça petit. C'est un peu comme le tournage de Nos Jours Heureux, dont on a parlé il y a quelques temps, ou le tournage des choristes, pareil, t'as vraiment une bande de jeunes qui sont pas forcément du métier, qui sont très heureux de jouer les acteurs, et qui sont toujours très malheureux de se quitter comme une véritable fin de colo. Au niveau du casting, le scénario a été écrit en pensant à Valérie Lemercier pour le rôle de la mère. Elle sortait du tournage du très contesté Agathe Cléry et n'avait pas prévu d'enchaîner derrière. Il faudra insister pour qu'elle puisse être engagée dans le film. En revanche, pour Cadmerade, ce n'était pas le premier choix. Alain Chabat était tout naturellement intéressé. Mais son année 2008 était très chargée. Fabrice Lucchini était également une valeur solide pour Laurent Tirard qu'il avait dirigé dans Molière en 2007. Et Édouard Baird était également envisagé, mais c'est Cadmerade qui sera choisi avec le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, qui venait de sortir. Mais il ne faut pas oublier non plus l'impact de Je ne vais bien ne t'en fais pas, dans un registre bien plus surprenant pour lui. Et autour de ce duo assez attractif, un casting parmi les plus impressionnants qui m'a été donné de voir dans une seule distribution. François-Xavier de Maison, Daniel Prévost, Michel Galabru, Anne Emone, Michel Duchossois, dans un de ses derniers rôles, Sandrine Kiberlin, François Damiens, même s'il est sous-exploité dans le film. Un festival! Et là où dans l'Onde la Rose, nous avions vu que tous les décors étaient fabriqués pour les besoins du film, que ce soit les décors, mais aussi tous les livres ou tous les objets, ici ce sera l'inverse. Toutes les tables, toutes les chaises, les ardoises, les carnets, tout a été emprunté à un musée. Il fallait donc en prendre soin pour tout restituer à la fin du tournage, ce qui a été précisé par le réalisateur à ces jeunes comédiens. Le tournage a eu lieu principalement en Belgique. Les scènes d'école ayant été tournées en premier, en juin 2008, avec les venues en guest d'Anne Emone ou encore de Michel Galabru, et sa légendaire blague du petit poussin.
Une petite devinette. Alors, qu'est-ce qui est jaune, tout petit, et qui fait croc-croc, hein? Un poussin qui croque des chips, hein? Bon, alors, qu'est-ce que... Quand le ministre fait sa blague, personne ne rit. C'est un flop total, d'accord? Suite à cette blague qui a réellement fait rire les enfants durant la scène, alors qu'ils ne le devaient pas, Michel Galabru se livrera à un échange de blagues hors prise avec ses petits camarades de jeu. En fait, il y a deux pommes de terre, voilà, et il y en a une qui se fait écraser. Et t'as l'autre qui dit « Oh purée !» Les scènes en juillet sont dédiées aux scènes d'intérieur, en grande partie chez Nicolas, où les enfants sont moins présents et où Nicolas rencontre enfin ses parents de fiction. Des scènes pas évidentes, tant du point de vue du jeu, où il est demandé beaucoup de répétitions au jeune acteur Maxime Godard, qui joue Nicolas, et qui ne rechignera jamais à répéter et répéter les prises, malgré son jeune âge. S'il fait pas ça rien que pour m'embêter. Attends, retourne-y, Maxime, retourne-y. Plus de pêche, plus de pêche. Action! Papa, maman! Vas-y au max au début, d'accord? À fond au début, mais sans sautiller, s'il te plaît. Et... Ok. Action! Papa, maman! Merci, je suis tellement content. De quoi, mon chéri? D'avoir un petit frère. Une autre scène difficile était celle où les enfants aident Nicolas à faire le ménage. Une scène qui demande une certaine préparation, et même des effets spéciaux. Et pas forcément un trucage numérique, mais des effets spéciaux réels, comme pour l'aspirateur, qui va réellement exploser à l'écran, ce qui ne rassure pas l'acteur qui joue Eudes, ni le staff en arrière-plan. Coupé! C'est super, il a plus d'effet de surprise, mais bon. C'est comme le gag de la télé, c'est très très visuel, ça n'a pas sa place dans le Petit Nicolas parce que c'est pas très drôle. On en parlera à la fin, mais ils ont vraiment, par contre, ils se sont pris la tête pour trouver un mécanisme pour que le meuble tombe au bon moment et que la télé tombe vraiment. Est-ce que c'est la télé? Normalement, non. Normalement. Pourquoi normalement? Parce que on sait jamais. On en a une deuxième. Comment vous allez faire pour pas la casser? Elle va tomber. Mais elle tombe pas de très haut et puis elle tombe sur le tapis. Mais on fera un son dans le film et qui fera qu'on croira qu'elle est cassée. Ils ont juste rajouté un bruit de casse et une espèce de petite fausse fumée qui sort de la télé pour montrer qu'elle est cassée. Mais ils ont quand même fait des efforts pour en arriver là, tout ça pour un effet complètement nul. Vous attendez que je m'en aille pour déclencher l'explosif, s'il vous plaît, merci. Enfin, généralement. Mais bon, les scènes tournées en juillet seront celles dédiées au terrain vague, toujours tourné en Belgique, en extérieur. Le terrain vague dans le film, il est sous-exploité. C'est décevant parce que le terrain vague, c'est l'un des endroits que je préfère dans les livres, et là, pour le coup, il est complètement anecdotique. Mis à part l'histoire débile de la potion magique, encore un clin d'œil à Astérix, mais qui était complètement futile et qui n'a pas sa place et qui n'apporte rien. Quant au mois d'août, il sera consacré à toutes les scènes dédiées à la cour de récré, ainsi qu'aux 2 semaines de vacances pour l'ensemble de l'équipe, et enfin, le mois de septembre sera consacré aux scènes dans les rues, liées à la conduite par exemple, ou aux appels téléphoniques émis depuis la cabine. Anachronique, au passage, il n'y avait pas de cabine comme ça à l'époque, mais honnêtement, les anachronismes dans les films, moi j'en ai rien à faire, je regarde pas un film historique, donc si ça peut amener quelque chose dans le comique, j'ai rien contre le fait qu'on déroge un peu à la règle. C'est pas grave. Le film sort en septembre 2009 et réunira dans les salles 5,5 millions de spectateurs. Et le film connaîtra également un grand succès en VOD, le film étant le plus vendu dans ce format en 2011. Le film reçoit également une petite poignée de nominations et sera surtout le socle de base pour toute une série de suites dès 2014, avec Les Vacances du Petit Nicolas, à nouveau réalisé par Laurent Thiard avec Cadmerade et Valérie Lemercier. C'est quoi le verbe plaire à la deuxième personne du pluriel du subjonctif? Les rats? Non, que j'y ai. Le deuxième film qui est encore plus dispensable que ce film-là, mais c'est un film d'été, c'est un film de plage, c'est un film de vacances, on en parlera peut-être cet été. Puis un troisième opus en 2021, avec Le Trésor du Petit Nicolas, cette fois-ci avec une équipe complètement différente, peut-être que nous en parlerons un jour. Je l'ai pas vu, mais la bande-annonce m'a l'air aussi molle que cette version-là, donc forcément, ça ne m'avait pas tenté à l'époque, j'avais même complètement oublié que ce film était sorti. Si la vidéo sur Petit Nicolas vous plaît, et qu'on fait le deuxième cet été et que ça vous plaît, peut-être qu'on parlera du troisième film, si j'en ai quelque chose à dire. On verra. Et enfin, la licence a connu une dernière adaptation beaucoup plus originale et intéressante en 2022. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Un dessin animé qui revient sur la création du livre, par ses auteurs,
et qui a le mérite d'être une vraie proposition. En tout cas, beaucoup plus culotté que le film dont on va parler maintenant, et il est temps qu'on en parle. Voyons voir ce que ce film gentillet a dans le ventre. On va commencer par les choses qui fâchent. Je vais vous parler des choses que le film fait, en tout cas j'estime qu'il le fait, moins bien que ce qui se passe dans les livres. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Mais comme il y a aussi de temps en temps des bonnes choses, on parlera de ces bonnes choses dans une deuxième partie. Parce que le film n'est pas non plus entièrement acheté. C'est un vélo de course. Pourquoi il y a un porte-bagages alors? Je viens de le dire, c'est pour faire les courses. Tout d'abord, les blagues qui sont copiées-collées du livre, mais telles quelles dans le film, forcément, t'as déjà une impression de déjà lu. Déjà lu, donc t'es pas surpris, mais en plus tu le lis en moins bien parce que, vous l'avez vu tout à l'heure, quand on lit un livre, chacun s'invente une voix, chacun s'invente une interprétation, et on a mille et une façons d'interpréter une scène ou un dialogue. C'est là le rôle des acteurs et des metteurs en scène d'ailleurs. Par exemple, quand ils disent au début du film, très bêtement, hein, mais quand ils parlent de Noël, de qui ils vont inviter, et que Nicolas parle des invités et qu'Alceste parle de la bouffe. Chez nous, pour le réveillon, il y aura Mémé, ma tante Dorothée et mon tonton Eugène. Chez nous, il y aura du boudin blanc, de la dinde et des marrons. Bah, je rigole beaucoup plus à le lire, c'est beaucoup plus sec, c'est beaucoup plus froid, il n'y a pas de suite, que de le voir raconté par une voix off d'un acteur qui certes est pas mauvais, honnêtement, l'acteur qui joue Alceste et celui qui joue aussi Clotaire sont les deux meilleurs comédiens enfants du film. D'ailleurs, on va revoir l'acteur qui joue Clotaire dans Du Cobu. 17, 18, 19, 20, 21. Mais il en manque un. Oh, ça sent encore du beau cul. Du Cobu. Mais une grande partie du film va me faire ressentir cet effet de déjà lu, et déjà lu par moi, et moi je ne l'aurais pas lu, je ne l'aurais pas récité, je ne l'aurais pas joué comme ça. Donc c'est toujours dérangeant dans une adaptation où chacun, c'est un peu comme la liste de Deschamps quand il fait les Bleus, chacun pourrait faire sa liste d'une composition d'équipe de France différente des autres, il y a 60 millions de sélectionneurs dans le foot. C'est un peu pareil quand tu adaptes. Et qu'est-ce que c'est qu'un échafaud? C'est pour faire de l'eau chaude. Au piqué. Et c'est génial quelque part parce que dans le fond, comme il y a mille et une façons d'imaginer les trucs, bah, on va confronter nos visions à celles proposées par le réalisateur par exemple. Donc je trouve ça toujours intéressant. C'est pas facile à faire une adaptation, mais c'est toujours intéressant. Eudes, élève querelleur, batailleur, en classe comme à la récréation. Quelques bonnes notes en chant. Il y a un moment dans le film où Nicolas et Eudes rentrent de l'école avec leurs bulletins scolaires qui ne sont pas très bons. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, mon père, il me dit jamais rien. Tu sais pourquoi? Parce que je le regarde droit dans les yeux, comme ça. Mais du coup, dans le livre, il y a ce chapitre-là où Eudes dit à Nicolas, et dans le film aussi, que lui, quand il rentre, il n'y a pas de souci, parce qu'il regarde son père droit dans les yeux, et que ça moufte pas, que c'est lui qui commande. Et après, il signe le carnet, c'est tout. On comprend très bien dans le livre que le mec il frime devant son pote, quoi. Et dans le film, c'est fait de façon plus candide, beaucoup moins sec. Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises notes? Oli, les ambulanciers! Pour ce qui est des yeux de son papa, Eudes n'a pas dû bien regarder. Et du coup, je trouve que en plus ces mots à mots, bah ça ne prend pas. C'est du copier-coller dans le texte par rapport au chapitre où tu as les mêmes dialogues où il te dit pour ce qui est des yeux, Eudes n'a pas dû bien regarder. Bah je trouve ça plus drôle de le lire que de l'entendre. Mais c'est peut-être que moi, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous fait la même chose. Papa, lui, il avait déjà plein d'idées de métier quand il avait mon âge. Il me dit souvent que s'il s'était pas marié avec maman... Vous voyez, ça c'est un autre exemple, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans les livres, avec plusieurs chapitres, il y en a une quinzaine par livre, souvent le père de Nicolas se la raconte devant la mère qui est loin, qui écoute, et qui doit se dire mais oui. Il serait devenu champion de football. Il aurait pu être champion de karaté, qu'il aurait pu être champion de football, qu'il aurait pu être champion de natation, qu'il aurait pu être champion de cyclisme, s'il s'était pas marié. Champion de natation. En gros, c'est la faute de sa femme, maintenant il s'est casé. Et dans le livre, c'est marrant parce que c'est un fil rouge et qu'à chaque fois, il change un peu sa version de l'histoire. Dans le film, parce que tu veux souligner ça en un seul film, alors que tu veux compiler plusieurs livres, bah t'es obligé d'insérer une petite scénette où tu le vois faire du sport en accentuant, en exagérant ses prouesses sportives. Champion de cyclisme. Champion du monde des mythomanes, ça peut être. Grand champion même. Ça, c'est Monsieur Blédur, le voisin. Mais ça n'est pas drôle. Ça l'est peut-être pour les enfants.
Mais le petit Nicolas, ce n'est pas que ça. Papa, lui, aime bien se taquiner. Toi, me touche pas. Non, toi. C'est quoi comme sport, mythomane? Et en parlant du père, je par Cadmerade, j'ai un énorme problème avec la version du papa dans ce film. Bon bah je vais la rendre alors, c'est ça que tu veux? Bon, je la range, je fais quoi là? Ah, me presse pas, je supporte pas qu'on me presse. Je vais déjà vous montrer un extrait du court-métrage avec Michael Lonsdale qui jouait le père pour vous montrer, déjà, selon moi, qu'est-ce qui se rapproche de celui que j'imaginais dans le livre. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Je sais, mon lapin. Dans ces cas-là, on doit lâcher la balle, on ne doit pas l'enterrer. Coup franc, donc, accordé par l'arbitre aux 40 mètres face au poteau. Dans le livre, le père, c'est celui qui est le plus cool avec son fils. Il passe même souvent pour quelqu'un d'un peu trop relâché, et on le voit dans le court-métrage par rapport à l'éducation de leur fils. Se recule d'une dizaine de mètres, il prend son élan, il tire. Le dossier a tiré. Le bouillon est tombé sur la tartine. Il a dit que c'était ma faute. Directeur. Puis on m'a renvoyé. C'est très bien, mon lapin. Pas pour longtemps, car les palois repartent de plus belle en passe courte et tape à suivre. Et dans un des livres, il y a un chapitre qui s'appelle Le vase rose du salon, où Nicolas le casse en jouant au ballon dans la maison, ce qui est interdit. Et en gros, la mère va lui dire, tu vas voir Nicolas, quand papa va rentrer, tu vas te faire gronder. Et Nicolas, il pleure parce qu'il a peur de la réaction de son père. Il se fait toute la journée une montagne de stress sur quand est-ce que papa va rentrer à la maison. Ça me rappelle les souvenirs. Et puis finalement, quand il rentre, il lui avoue comme ça, papa. Et puis t'as le père qui ouvre son journal, qui fait, ouais, qui a pas envie d'écouter parce qu'il est rentré, qui veut lire son journal et qu'il est fatigué. Et il fait, j'ai cassé la rose du salon. Très très vite, pour qu'on comprenne pas trop. Et puis t'as le père qui fait, bon bah c'est pas grave mon chéri, c'est bien, va jouer. Tu lui as dit? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est très bien. Hein? Il a dit quoi? Il a dit c'est très bien mon lapin. Et là, tu vois déjà la colère monter dans la mer. Et c'est génial, parce que du coup, tout part de là, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, il avait rien écouté, le père, parce qu'il se demande, il est où le vase rose du salon? Beaucoup de disputes qui partent de pas grand-chose, mais le père ne fait que répondre à sa femme d'une façon très calme. C'est la mère qui s'énerve. Nicolas, Oui, ne te marie jamais. d'accord. Là, où je veux en venir, c'est que dans le film, à plusieurs reprises, Cadmerade, sûrement dirigé comme ça, joue comme ça. Tu as raison, chouette, c'est beaucoup plus naturel. Bon, est-ce qu'on peut faire cette lettre oui ou non sans être interrompu? Normalement, tel que je l'ai lu, tel que je l'ai imaginé, et tel que j'imagine Michael Lonsdale le faire, en fait, c'était écrit comme ça. J'aurais imaginé le père dire « Est-ce qu'on peut écrire cette lettre sans être interrompu ?» Juste comme ça, neutre, excédé, pas plus haut. Arrête avec ce jeu insupportable! Mais ne gueule pas, ça sert à rien. Enfin, le père n'est pas écrit comme ça. Moi, ça m'a choqué dans le film, parce que j'adore Cadmerade, attention, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je le trouve souvent drôle. Dans la vie, il est charmant, je l'ai rencontré une fois, le mec est super accessible. Mais là, il y a pas erreur de casting, parce qu'il aurait très bien pu le jouer, mais il y a erreur dans la direction de l'acteur. Il y a un autre chapitre dans les livres qui parle d'un cadeau que les enfants veulent faire à la maîtresse. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Ils veulent faire un cadeau. Et ils vont dans un magasin d'objets où tout est fragile et où tout casse. Quand le propriétaire voit les enfants débouler dans son magasin où tout est en verre et tout casse, bah forcément, il a un peu peur et il n'a pas confiance. Là, ils ont... Bonjour. Je peux vous aider, les enfants? Bonjour, je voudrais acheter des fleurs pour ma mère, s'il vous plaît. Là, ils ont voulu reprendre ce chapitre où ils vont vouloir acheter des fleurs à la mère de Nicolas pour pas qu'il l'abandonne dans la forêt, et ils se rendent compte qu'en fait, les fleurs, ça coûte cher. Les roses là, elles coûtent combien? 3 francs. Super, je les prends. Non, c'est 3 francs la rose. Et ils vont finir par se battre dans le magasin, et le magasin va être complètement retourné. Dis plutôt que tu veux pas, oui. Et alors, c'est mes sous, j'en fais ce que je veux. Espèce de radin. Radin toi-même. T'as de la veille que j'ai les fleurs, sinon je te mettrai une sacrée baffe. Normalement, dans le livre, t'avais pas besoin de montrer ça. T'aurais eu une coupure et Nicolas aurait raconté après dans un commentaire un peu anodin, mais on l'aurait dit a posteriori et tu aurais imaginé la scène. Là, on va montrer la bagarre, on va montrer la propriétaire qui est sous les cactus. C'est enfantin, et encore, je suis pas sûr que les enfants rient à ça, parce que c'est trop exagéré. À la limite, on aurait dû s'arrêter. Au moment où Alceste fait la bagarre et jette les fleurs dans la figure de je ne sais pas qui, tu arrêtes là, tu vois les enfants sortir, un petit commentaire off de Nicolas en disant que tout s'est bien passé, et après, tu montes la propriétaire sous les cactus, toute seule. Je pense que ça aurait mieux marché. Et Nicolas, qu'est-ce qu'on va en faire? On le garde avec nous? Ah non,
Non, pas question. Maintenant, parlons des choses qui étaient pas trop mal. Je trouve que le fil rouge de Nicolas, qui a peur de se faire abandonner dans la forêt à cause de l'histoire du petit poucet qu'on lui raconte en classe, je trouve que ce fil rouge de voir ses parents menaçants avec l'angle caméra vu en contre-plongée, les dialogues un petit peu ambigus. Faut prendre des forces. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain? Le fait qu'ils aient un couteau pour découper la viande alors que Nicolas pense que c'est une menace. Ça, c'est plutôt bien vu, c'est quelque chose que tu pouvais pas forcément faire dans un chapitre d'un livre, mais puisqu'on s'est senti obligé de grossir le trait au cas où on n'aurait pas compris, Nicolas va littéralement imaginer son père en ogre. En quoi est-ce que c'est drôle de montrer ça? Au contraire, fais vraiment jouer Cadmerade avec un air qui n'a rien d'extraordinaire en apparence, mais qui, sous cet angle-là, on pourrait comprendre le point de vue de Nicolas, mais sois subtil. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain? C'est le seul passage du film où tu aurais pu avoir le point de vue de l'enfant, et toi, où tu comprends le point de vue de l'adulte, et où tu aurais pu avoir, en fait, ce ressenti que tu as dans les bouquins. Et ben même là, ils l'ont cassé en insérant cette espèce d'effet spéciaux de morphing où tu le vois avec une tête d'ogre. Ça n'apporte rien. Dans les autres bons points que je donne, parce que celui-là je l'aurais donné, mais finalement je l'ai pas donné, c'est Sandrine Kimberlin. Tu l'avais, ma petite? Je la trouve magnifique, cette femme. Je la trouve super sexy. Je la trouve brillante, je la trouve très bonne actrice. Mais ça n'a jamais rien donné. Désolé, pour cela je peux rien faire. Et je n'imaginais pas du tout la maîtresse comme ça. Il me semble que dans le livre, elle paraît être plus âgée, mais je peux me tromper. L'actrice est tellement bonne et cohérente et subtile, c'est la seule d'ailleurs, qu'elle remporte tous mes suffrages, tu vois. Ils ont bien étudié des poèmes, non? Oui. Le corbeau et le renard. Bah, c'est parfait. Elle a ce côté angoissé avec l'inspecteur où elle joue sa vie. Maintenant, qui peut me dire le nom du fleuve qui traverse Paris? Clotaire. On la sent concernée par Clotaire qui décroche. La scène, avec la scène justement, où elle lui demande quel est le fleuve qui traverse Paris. Quel est le fleuve qui traverse Paris? Voilà. Alors, quel est le nom de ce fleuve? Eh bien, Clotaire. Et qui regarde l'horloge dehors pour que ça passe en espérant que la récré va sonner, qu'il soit sauvé. Et qu'il soit pas obligé de donner une réponse. Son côté exaspéré et touchant. Et quand elle lui demande juste avant de sortir... Clotaire. Oui, madame. Tu m'as bien dit que t'avais été sur des bateaux-mouches avec tes parents. Oui, madame. T'as pas été sur un bateau-mouche avec tes parents? Et comment ça s'appelait? La Seine? Bah, sur la Seine. Allez, file. Et là, tu vois Clotaire qui rayonne parce qu'il s'étonne lui-même, et c'est vachement mignon. Et le sourire de la maîtresse qui est contente que finalement, lui-même réalise qu'il est peut-être pas si bête, et bah c'est très touchant. Si tu acceptes sagement devant les docteurs, je t'interrogerai en arithmétique. Sur les fractions? On voit aussi, et dans le livre tu le ressens, que Agnan a beau être le meilleur de la classe, c'est pas forcément lui son chouchou. Oui. Ouais. Ça va aller, les enfants. Allez, on y va. C'est adulte d'aimer un peu les rebelles ou ceux qui arrivent pas trop, celui qui est au fond de la classe, près du radiateur. Vas-y, je t'écoute. Ben, je savais pas, j'ai pas révisé. Non, mais dis-moi juste ce qui te passe par la tête. En fait, ces enfants-là, ils sont plus touchants pour les professeurs qui s'impliquent plus et qui sont plus inquiets que celui qui a réponse à tout. Et ça, tu le ressens bien quand elle interroge la classe et qu'en fait, elle finit par Agnan parce que lui, il sait tout, mais ça l'intéresse pas. Faut dire une date? Une date. Tu vois, une date. Je sais pas. Il y a encore une autre scène issue d'un chapitre que le film va bonifier, enfin peut-être pas exagérer, mais en tout cas va rendre honneur à ce qui se passe dans le livre et apporter quelque chose que le livre ne pouvait peut-être pas faire. C'est à ça que sert un film. Bah, c'est quand c'est l'anniversaire de Marie-Edwige et que Nicolas est le seul garçon. Il était très compliqué le jeu de Marie-Edwige. Par exemple, elle avait le droit de regarder dans mon jeu et d'échanger certaines de ses cartes avec les miennes. D'abord, ils sont que tous les deux. Et clairement, on voit comment Nicolas se fait martyriser par cette petite nana. Mais moi, pas. Et puis les cartes n'avaient pas la même valeur que d'habitude. Qui lui invente un jeu de cartes qui n'existe pas, où elle invente les règles au fur et à mesure pour gagner et lui se rend compte de rien. Il y a des fois où avec un 3, elle me prenait un roi. Bon, quoi? En plus, il y avait des gages. La façon dont il a honte d'être là si ses copains le savaient, et malgré tout, il se prend en jeu et il s'amuse avec toutes ces filles-là.
avec les visages amusés de leur mère, qui regardent ça d'une façon assez touchante. Et encore une fois, quelque chose que le film fait bien, que le livre ne faisait peut-être pas parce qu'on ne pouvait pas le faire, bah, c'est quand Nicolas nous dit à la caméra qu'est-ce qu'il a dit à Marie-Edwige avant de partir. Au revoir Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi, je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Très classe, et que finalement, il va avouer que finalement, dans la réalité, ça s'est peut-être plutôt passé comme ça. En fait, je crois que je lui ai plutôt dit... Donc voilà, le film pouvait faire et a fait des bonnes choses. Sur 1h40, non. Par petits épisodes, oui. Il y a un autre passage qui n'est pas trop appuyé, c'est la scène où il faut dessiner une pomme en classe. Et vous retournez à vos dessins. Et au bout d'un moment, on ne sait pas comment ni quand, Alceste est venu hors caméra furtivement prendre la pomme et il est en train de la manger. Mais ils en font pas trop. On va pas l'avoir crié sur lui, on va pas le voir aller au coin. On va juste le voir manger la pomme et dire non. Lui, il est bon. Hein. C'est pareil quand il se fait peser à l'examen médical, un autre chapitre dans un livre, où il se pèse avec son pain au chocolat. Et le médecin lui dit... Non, sans le sandwich. Sinon, ça ne fera pas le bon poids. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le bouffe. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai aimé, ça pèse pas grand-chose hein, dans la balance. Parce qu'après, il y a d'autres scènes qui sont aberrantes. On insiste trop, et là c'est un problème de réalisation, on insiste trop sur l'eau par terre. Encore l'eau par terre ça va, mais sur l'aspirateur qui explose, sur les rideaux. Sur la machine à laver, le coup du chat dans la machine à laver, ça m'a pas fait rire, moi qui adore les chats. Techniquement, le chat il est mort. Alors là, on fait une version mignonne, rigolote, enfantine. On voit le chat qui est tout mouillé. Mais c'est pas crédible que les gosses ne soient pas rendus compte, même si c'est des gosses, qu'ils avaient retourné à la maison. Tout ça pourquoi? Pour en arriver à ce plan-là. Ça va peut-être faire rire les enfants, peut-être. Et encore, dans la salle, j'ai pas trouvé. Mais vous voyez, ça, c'est indigne du livre. L'idée du spectacle, ça ne lui a pas trop plu à la maîtresse. Il y a un moment donné aussi où ils font un spectacle à l'école. En tout cas, ils doivent faire un spectacle. Et la maîtresse, ça l'emballe pas trop. Parce que les spectacles avec eux, c'est ingérable. Mais Geoffroy, mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais Geoffroy! Un défilé. Et là, d'un seul coup, Agnan imagine faire un spectacle où il fouette ses copains. Enfin, ses copains, ses camarades de classe. Pour se venger de tout ce qu'il a subi, il faudra m'expliquer quel est l'intérêt de cette scène-là. Est-ce que je suis trop vieux ou est-ce que c'était vraiment pas drôle, peu importe l'âge? Surtout qu'en plus, est-ce que c'est un rêve? On imagine que c'est un rêve, mais pourquoi est-ce que la maîtresse est excédée? Normalement, si c'est le rêve d'Agnan, elle devrait être fière. Donc pareil, c'est pas crédible, ça ne colle pas. Par contre, quand il est interrogé, je reviens sur cette scène-là, sur la scène, et qu'on voit ce qui se passe dans sa tête, avec Clotaire qui fait du vélo pour essayer de faire tourner son cerveau... Là, à la limite, c'est une image qui est positive, qui amène quelque chose, qui est parfaitement métaphorique de ce qui se passe pour ce petit bonhomme. La scène? Donc je suis pas fermé à tout ce qu'ils ont essayé de faire. Honnêtement, je pense que je suis assez objectif. Le petit Nicolas, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais c'est le petit Nicolas. C'est un chef-d'œuvre de la littérature pour moi. Donc ça devrait au moins être un bon film. C'était si dur que ça? Il y a un autre passage dans le film où Nicolas fait une fugue. Mais là, tu le vois en voix off, dire qu'est-ce qui se passe dans le livre, hein, c'est du mot pour mot. Papa et maman seraient bien embêtés et me regretteraient beaucoup. Et je ne reviendrai que dans les tas d'années, quand je serai devenu capitaine d'un bateau de guerre. Je vais devenir riche, je vais être capitaine d'un bateau, je vais revenir, je vais payer le cinéma à mes parents. Et tout le monde va dire, regardez, c'est Nicolas qui paye le cinéma à son papa et sa maman. C'est génial. Et là, dans le film, je trouve qu'ils en ont pas trop fait.
Tu vois Nicolas avec sa valise déterminée, même s'il a rien pris de ce qu'il faut pour survivre dehors. Et puis quand il se retrouve 100 mètres plus loin dans la rue où il fait nuit et où il sait pas où il doit aller... Ouais, tu t'es dégonflé, quoi. Bah il a peur et il rentre chez lui. Ça, pour le coup, c'est conforme à ce qu'on doit attendre du petit Nicolas. C'est un mot d'excuse de mes parents. Il y a un autre passage qui est bien aussi dans le livre, c'est tout ce qui entoure Anémone qui joue la prof remplaçante. Qu'est-ce que vous avez de plus à me dire sur la scène Eh ben voilà, dès qu'il y a quelque chose à dire, il n'y a plus personne. Au coin. Comme dans le livre, Agnan s'entend pas du tout avec elle parce que du coup la maîtresse a inversé un peu les valeurs. Elle pense que Clotaire est le meilleur de la classe et qu'Agnan est le cancre, alors que pas du tout. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude, mademoiselle. Je lui ai montré comment on fait. Merci, Hilaire. Mais du coup, Agnan, il va vouloir essayer de lui offrir des chocolats périmés pour se venger. Et à un moment donné, la maîtresse ne vient pas parce qu'elle est malade. Alors il s'imagine légitimement qu'il l'a peut-être tuée. Votre remplaçante, mademoiselle Navarin, est subitement tombée malade. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Alors juste avant, il imagine sa tête, son visage sur une affiche, façon LFI avec Hanouna. Mais en tout cas, il s'imagine déjà condamné à mort et il s'évanouit. Arrête le gag ici. C'est tout ce qu'il faut. Surtout que juste après, on nous annonce qu'elle va très bien, qu'elle a juste un rhume, donc tout va bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour accentuer le gag à mort, pour que des gosses ils comprennent ce qui s'est passé? Le jury reconnaît l'accusé coupable. Et en plus, c'est un sale cafard. C'est d'un Candide. Enfin, c'est mignonnet. Tu parles d'un cafard, on va montrer un cafard. Alors, Agnan, qu'est-ce qui vous arrive? Et l'imagination, elle est où? Et la subtilité dans l'écriture, elle est où? Enfin, c'est pas le propre de Laurent Tirard, apparemment. Faut voir ce qu'il a fait avec Astérix. C'est le même genre d'humour. Par contre, au crédit des bonnes scènes, et ça aussi c'est repris d'un chapitre, c'est quand le bouillon punit Nicolas. Non, c'est pas Nicolas. Laurent Prof! Ah, bravo! Mais non, j'allais écrire mon reprofiteur. C'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre. Quand le bouillon punit Clotaire qui s'est sacrifié pour qu'il puisse reprendre la roulette, à un moment donné dans le bureau du bouillon, bah Clotaire prend 1 heure de retenue, où il doit recopier une punition à rallonge telle que le bouillon en a le secret. Je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République. Et là, ça rend bien, parce que comme dans le livre, on voit que le directeur trouve que le bouillon en fait peut-être un petit peu trop, et d'ailleurs, il l'appelle lui aussi le bouillon accidentellement. Dans le livre, je trouve ça plus drôle, encore une fois, quand tu dis « Soyez sage avec le bouillon... » avec Monsieur Dupont. C'est tout ce que tu as fait en 1 heure? Mais ce qui est marrant, et ce qui, je pense, n'est pas dans le livre, ou je m'en souviens plus, c'est qu'il se rend compte que Clotaire écrit très lentement, et que du coup, le bouillon doit superviser la retenue, et que finalement, ça va le faire finir plus tard. Et donc, en fait, la punition se retourne contre lui. Et du coup, pour qu'il puisse partir et rentrer chez lui, il va faire les lignes lui-même. C'est drôle. Mais c'est drôle si tu t'arrêtes là. Ils vont se sentir obligés de faire contrôler les lignes par le directeur qui est lui aussi resté. Ce qui aura été drôle, c'est que le directeur rentre chez lui et que ce soit le bouillon qui s'y colle, parce que quelque part c'est l'homme à tout faire de l'école, et que ça l'emmerde de rester 1 heure de plus pour une punition qu'il a lui-même lancée, qui se retourne contre lui. C'était parfait. Pas besoin, encore une fois... Comme dit Michel Creton dans Les Bronzés, quand la mayonnaise est prise, il faut pas y toucher. Et ça, le film le fait quasiment jamais. Le film ne s'arrête jamais à temps pour laisser le gag exploser, il l'étouffe. Et si on invitait monsieur madame Moucheboum à dîner? Ça pourrait lui donner une autre image de toi. Quelque chose qui marche mieux, je trouve, même si ça ne colle pas avec les personnages qui sont dans le livre, mais pourquoi pas les changer un peu. Tout ce qui se passe autour du dîner chez Nicolas, avec le patron du père. Je ne veux plus de ce dîner avec les Moucheboum. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de robe, que je n'ai pas de bijoux et que je ne sais pas conduire une auto. Qui viennent à la maison et où la mère se fait tout un sang d'encre. Elle s'estime pas être à la hauteur en étant simple femme au foyer, comparée à la femme d'un riche patron. Il m'arrive que je ne peux pas avoir l'air d'une gourde en face de madame Moucheboum. Et du coup, elle s'invente une culture qu'elle n'a pas, en apprenant par cœur des choses sur les poésies scandinaves du XIIIe siècle. Le style baroque. Tiré du mot portugais barocco qui désigne des perles de forme irrégulière. Et elle va se sentir obligée de répéter ça à n'importe quel moment dans la conversation, et c'est tellement gênant. Vous aimez la littérature scandinave, madame Moucheboum?
Personnellement, j'ai un faible pour la poésie skaldique du XIIIe siècle. Et ça fonctionne parce qu'on les a vus répéter avant, on les a vus hésiter à faire ce dîner ou pas, on les a vus hésiter sur le menu, comme dans le livre. Hein. Dans le livre, il y a ce chapitre où ils sont fiers d'acheter du homard mayonnaise. Je vous préviens, ce sera à la bonne franquette. Hein. Eh ben tant mieux. Si vous saviez comme je suis fatigué de tous ces gens qui se croient obligés de me faire du homard mayonnaise à chaque fois que je vais dîner chez eux. C'est dans le livre. Voilà, je trouve que ça, c'est pas propre au livre, mais j'étais vraiment gêné dans la salle, je savais plus où me mettre pour elle. Valérie Lemercier le joue très bien. Donc là, je me dis, allez, pourquoi pas m'emmener dans cette direction-là. J'imaginais pas la mer comme ça, mais je dois reconnaître que dans ce qu'ils ont voulu faire, c'est efficace. Puis après, on tombe dans nos travers, quand à la scène du terrain vague où on voit que les enfants veulent gagner de l'argent. En ayant lu justement Astérix, une BD où il y a une potion magique et ça leur plaît comme idée. Ouais, et alors? Sauf que ça tient pas debout. Tout ça pourquoi? Parce qu'on va aller trop loin, avec ce camion à retourner. Il y a deux incohérences. Et désolé, mais l'humour doit être cohérent. Comment est-ce qu'ils ont fait pour soulever cette enclume géante et ces rochers sur un camion alors que ça pèse plusieurs centaines de kilos? Et admettons que tu puisses pardonner ça. Quand t'as 100 gosses qui vont goûter la potion parce qu'ils ont vu que ça marchait, il n'y en a aucun qui essaye derrière? À payer. Suivant. À payer. Voilà, encore une fois, c'est mignonnet pour les enfants. Et je peux pas dire que c'est déshonorant, c'est pas le pire film que j'ai jamais vu. C'est juste proportionnel à l'attente que je pouvais en avoir en étant un fan des livres. Donc vous comprendrez bien qu'en ayant ce point de vue que j'ai essayé de vous montrer, le film est trop mignonnet, trop gentillet. Il est coloré, il est chatoyant, les couleurs sont vives, mais il est d'une fadeur. C'est un divertissement peut-être honnête pour un enfant de moins de 7 ans, avec des parents qui vont se rappeler des bons souvenirs de ce qu'ils ont lu, mais ils vont pas retrouver ce qu'ils ont lu dedans. Même si c'est mot pour mot copier-coller les mêmes dialogues, ils ne retrouveront jamais l'esprit et le sel du livre. Et ça, c'est regrettable. Et je m'interrogerai toujours sur le pourquoi est-ce qu'on fait une adaptation d'un livre en film. Quel est l'objectif en passant sur un écran avec des acteurs à caster, des enfants à gérer, alors que tout était déjà fait nickel dans le livre. Bon bah le créneau, ça va. Merci. Oui, évidemment. Mais c'est comme les Astérix en film, mis à part Mission Cléopâtre. Une fois que t'as fait ça, pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi est-ce que t'as fait l'Astérix de Canet? Alors que les deux autres n'avaient pas fonctionné et que ça coûte une fortune. Quel est l'intérêt? Alors que tu peux faire des dessins animés moins chers, bien plus dans l'esprit de la BD, en les faisant doubler par des acteurs qu'on connaît bien. Centurion! Quoi? Oui, on est d'accord qu'on attaque pour épuiser leur réserve de potions magiques. Oui, comme j'ai expliqué 30 fois. Mais, comme c'est la première attaque, le stock est pas encore épuisé. Ah non, mathématiquement même, il est plein. Voilà. Donc, ça va se passer, comme d'habitude, en fait. Voilà. Et j'espère que c'est ce qu'ils vont continuer à faire, c'est ce qu'ils vont faire pour Astérix, et je pense qu'on en parlera de l'Astérix version Alain Chabat en animé, parce que je suis prêt à militanter, à devenir militant, pour qu'on arrête de donner vie à l'écran dans des films, et pas des films d'animation, à des films issus de BD et de livres, alors que ce sont des formats très différents et que ça ne se transpose pas comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du petit Nicolas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez jamais lu les livres, qu'on aime lire ou qu'on n'aime pas lire, c'est pas le sujet, c'est très facile à lire, c'est fait pour les enfants de base, mais pas que, j'espère que je vous l'aurai prouvé. Et puis c'est des petits chapitres qui se lisent en 10 minutes, lisez-le petit à petit, vous allez voir à quel point le film est passé à côté de ça. Regardez-moi. Regardez-moi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à dire à YouTube que vous êtes passé par là. Mettez un like ou un j'aime en français pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Dans l'idéal, mettez un commentaire juste pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous n'avez pas d'avis particulier, vous pouvez toujours dire ça. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.